Désigné par un terme aux connotations chargées, sollicitant un imaginaire apocalyptique, la notion d'effondrement mobilise les affects et semble élusive. Son étude conceptuelle s'avère difficile d'accès par les voies académiques traditionnelles. Néanmoins, la crainte de catastrophes imminentes n'est pas sans fondement. La dégradation de la biodiversité et l'effondrement du vivant sont une réalité. La déstabilisation du climat et des grands équilibres du système Terre, irréversible à l'échelle de temps humaine, est une réalité. L'état désastreux des océans est une réalité, l'épuisement des ressources non renouvelables est une réalité, leur finitude est une évidence. Les menaces sur l'alimentation, l'économie, la paix et la santé sont une réalité. Mais les caractéristiques globales de ces constats ne doivent en aucun cas occulter le fait que pour une partie des humains, l'effondrement social, économique et vital n'est pas pour demain. Il a déjà eu lieu, il se vit au présent. Comme le souligne Malcolm Ferdinand, si l'urgence climatique a rarement été aussi médiatisée et la crainte d'un effondrement si prégnante, reste à reconnaître que plusieurs peuples, dont les peuples colonisés, ont déjà connu une fin de leur monde, la différence étant que leur fin du monde ne fut pas reconnue comme catastrophique. Nous y reviendrons certainement du gris coordonné par... La situation écologique, nous dit l'écoféminisme, est aussi le reflet de la façon dont les humains se traitent entre eux. Elle est indissociable des multiples mécanismes de domination qui imprègnent les relations et organisations humaines. Ainsi, réfléchir à l'effondrement amène des questions telles que celle-ci dont j'emprunte la formulation à Roland Gori. Comment pouvoir prendre des décisions hardies, courageuses et anticipatrices pour préserver les générations futures lorsque nous nous montrons capables de sacrifier celles qui meurent sous nos yeux? Pour tenter de mieux comprendre les risques et les réalités de l'effondrement, j'ai l'honneur et le grand plaisir de présenter les trois intervenants d'aujourd'hui. Julie Hermès, notre collègue, professeur à l'UC Louvain, docteur en anthropologie, qui est spécialiste des catastrophes et de la résilience, qu'elle a notamment étudié dans différentes régions d'Amérique du Sud. Dans ses recherches, elle s'intéresse aussi à la construction et à la transmission de savoir-faire en agriculture urbaine et semi-urbaine en Belgique. Et à ses côtés, nous accueillons avec très grand plaisir, mais virtuellement, Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, qui sont chercheurs interdépendants et cofondateurs de Green Loop, une agence de conseil spécialisée dans les business models résilients et bio-inspirés. Co-auteurs de plusieurs ouvrages et de nombreuses conférences consacrées aux thématiques des effondrements, ils travaillent à l'interface du monde académique et du grand public. Ils ont contribué à l'avènement de la collapsologie, dont ils ont créé le nom au départ d'une boutade, disent-ils, sans imaginer sans doute à l'époque l'ampleur du mouvement qui en résulterait, mouvement qui, non sans susciter une série de critiques, s'est révélé être un important accélérateur des prises de conscience. Alors avant de leur céder la parole, je me permets encore un tout petit coup de projecteur sur un livre qui vient de sortir la semaine dernière, qui s'intitule « Aux origines de la catastrophe ». Voilà, je vous le montre dans la caméra. C'est un ouvrage collectif coordonné par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, et qui, par les approches croisées de 25 contributeurs, propose une réponse polyphonique à la question « Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?» Et je ne résiste pas à en présenter un très très court extrait qui me semble particulièrement bien ajusté à ce séminaire interdisciplinaire, extrait que je vous lis maintenant. « Les sentiers de la métamorphose sont incertains, divers, pluriels, sinueux, arborescents. Ils sont parfois contradictoires. Nous sommes persuadés que nous avons besoin d'une pensée riche, complexe, systémique, réflexive pour agir ensemble dans ce monde, une culture de la permanence de la vie sur Terre, une permaculture politique. » Et voilà, donc c'est signé Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle et Cédric Chevalier dans le dernier chapitre de ce livre. Et c'est sur ces mots que je vous cède la parole et l'accès au partage. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais d'abord demander à Raphaël si tu peux déjà partager les slides, afficher les slides
que nous avons préparé. D'abord, merci pour cette invitation. On va pouvoir tester non sans stress si nul n'est prophète en son pays, sachant que prophète n'est peut-être pas le qualificatif que l'on souhaite en premier, mais soit. C'est impressionnant là de se retrouver, je vous le dis tout de suite, de se retrouver à la fois en contact, en ce qui me concerne, avec mon alma mater, mais en étant chercheur interdépendant. Et voilà, et j'espère qu'on va pouvoir profiter ensemble de toutes les réflexions que ce sujet suscite. Alors moi, j'ai toujours pas le... Je sais pas si tu arrives à les partager, Raph. D'abord, déjà pour vous dire quelques mots en attendant que Raphaël affiche les slides de notre démarche. Simplement pour préciser, donc je vais parler au nom de Raphaël et de Pablo qui n'est pas là, mais avec qui nous sommes toujours très raccords. Notre démarche au départ, quand on s'est lancé dans les livres sur l'effondrement, et le premier était celui de Pablo et Raphaël qui a mis le feu aux poudres, comment tout peut s'effondrer. Notre démarche est vraiment, j'ai envie de dire, une démarche de citoyens à la fois bien instruits des choses parce qu'on travaillait dans ces domaines-là, mais en même temps incapable, comme tout le monde, de connaître tout ce qu'il y a à connaître, mais par contre inquiet. Et donc à un moment donné, à force de travailler dans la durabilité, comme bien d'autres avant nous, on s'est rendu compte qu'on avait beau y mettre toute l'énergie qu'on y mettait, les indicateurs globaux ne bougeaient pas, ne changeaient pas. Et c'est à partir de ce moment-là que Pablo et Raphaël en particulier se sont intéressés à qui voyait venir et qu'est-ce qui se disait déjà sur des effondrements du système de la méga machine, pour paraphraser un autre bouquin qui vient de sortir, mais aussi des effondrements possibles de composantes du système Terre. Et c'est à partir de là qu'on s'est lancé dans ces ouvrages vulgarisés qui ont donné le mouvement dont vient de parler Pierre-Emmanuel. Raphaël, si tu peux mettre le suivant. Voilà, alors ça c'est la petite galaxie de bouquins que nous avons sortis ces dernières années. Et si on les montre, c'est surtout pour vous dire aussi que qu'on n'a pas fini et que c'est justement, ça se veut aussi une pensée buissonnante et une pensée globale, que donc il est conseillé quand on veut rentrer dans de la critique de les considérer quand même un peu dans leur totalité. C'est difficile de mettre tout ça dans un bouquin. Et en particulier, je voulais signaler qu'entre Comment tout peut s'effondrer et Une autre fin du monde est possible, qui sont les deux bouquins collapses les plus cités, on avait quand même aussi publié L'entrée de l'autre loi de la jungle, qui est déjà tout un programme à lui tout seul, rien qu'avec ce titre. Et donc ça vous donne déjà aussi une idée de dans quelle démarche on est. On n'est certainement pas dans une démarche apocalyptique terminale. On parle bien toujours de la fin d'un monde et pas de la fin du monde. Voilà. Suivante, Raphaël. Alors là, ça c'est un petit peu pour vous montrer quelles sont les grandes familles de scénarios pour le futur. Tu peux déjà les dérouler, hein, Raphaël, qui coexistent je dirais, dans les recherches et dans la littérature tout autour de nous, et la plupart d'entre vous manient les uns et les autres. Les nommer tous les quatre, hein. Donc le premier, la croissance verte, qui serait l'idée qui suffirait de réformer un certain nombre de façons de faire de notre méga machine pour le verdir, et pour rester encore, du coup, ne pas toucher au sacro-saint paradigme de la croissance. La deuxième famille de scénarios, où là, par contre, on assumerait la décroissance. On y reviendra tout à l'heure, mais notre compréhension, c'est que les scénarios du GIEC, c'est quand même un petit peu ça qu'ils demandent. Ils nous demandent en tout cas de décroître l'utilisation des combustibles fossiles, ce qui est à peu près la même chose que de la décroissance, même si ce n'est pas dit comme ça. Ensuite, ceux auxquels on s'intéresse vraiment, nous, autour du collapse, c'est la troisième famille de scénarios, c'est la famille des effondrements en tant que tels, sachant que les effondrements, vous voyez qu'on a mis le mot au pluriel,
C'est non pas un grand effondrement, ça c'est plus dans le discours et dans le mythe, mais c'est bien une succession de petits effondrements. Et puis de toute façon, c'est toute une famille de scénarios et il y a beaucoup à dire sur les différents types d'effondrements que l'on pourrait vivre ou imaginer. Et enfin, la quatrième famille, Raphaël, où il s'agirait là de l'extinction totale d'abord de l'espèce humaine et éventuellement du vivant sur Terre, qui ça sont évidemment les familles de scénarios les pires et qui demanderaient des emballements éventuels difficilement imaginables, ce qui fait que nous, on se concentre essentiellement sur la troisième famille, même si la quatrième n'est pas totalement à exclure, c'est pas du tout sur celle-là que l'on insiste. Voilà, ça c'était pour le point de départ sur ces familles de scénarios. Oui, merci, tu peux mettre les définitions. Alors, les définitions de l'effondrement, ben, il y en a plusieurs. On en a mis trois en tant que référence, mais c'est aussi trois auteurs qui font partie de nos inspirateurs. Donc il y a Joseph Tainter, où là le thème principal pour lui qui permet de définir l'effondrement d'une civilisation est en rapport avec sa complexité. Donc le mot-clé ici, c'est la complexité. Du côté de Jared Diamond, le mot-clé, c'est la population, c'est la diminution drastique de la taille de la population. Ça n'est pas que ça, mais c'est sans doute une caractéristique essentielle. Et enfin, la dernière à laquelle nous nous référons souvent aussi, c'est Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement en France. Lui, il insiste surtout sur le rôle de l'État, c'est-à-dire sur le détricotage, sur la disparition de l'État dans l'assistance, dans la façon de répondre aux besoins de base de la population, que ça n'est plus assurable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi, c'est sa formule. Donc vous voyez qu'il y a encore des efforts à faire pour redéfinir tout ça. On peut aussi garder bien sûr ces différentes définitions, mais savoir de laquelle on parle quand on parle d'effondrement est évidemment utile, et il y en a certainement d'autres encore à proposer ou à tisser. Voilà, alors le mot effondrement se rajoute après toute une série de ces grands mots-clés qui nous traversent depuis, je dirais, une trentaine ou une quarantaine d'années, dont certains sont plus ou moins techniques, certains sont plus ou moins philosophiques. C'est un petit peu le dernier en date qui s'est rajouté et qui a pris beaucoup d'ampleur, plus sans doute d'ailleurs qu'effectivement nous l'avions imaginé, peut-être parfois à phagocyter d'autres termes, mais en même temps, comme l'a dit Pierre-Emmanuel, c'est aussi on ne peut pas nier que c'est un mot qui par sa circulation a maintenant renforcé la mobilisation, même si ce n'est pas du tout le seul événement qui, ces 3-4 dernières années, a renforcé le niveau de mobilisation, notamment chez les jeunes, mais disons que ça en fait partie, et si ça a déjà au moins apporté ça, c'est déjà pas perdu. Les autres mots, voilà, vous avez vu passer, vous les connaissez. Voilà, certains sont déjà en train de pratiquement être tellement greenwashés qu'ils sont plus très très utiles. Et voilà, je laisse chacun se faire son opinion là-dessus. La suivante, Raphaël. Voilà, alors le nœud tel que nous on le définit, c'est vraiment, ça tourne toujours autour de ce qui se passe dans le système monde, vu comme le système humain, comme la méga machine aussi, qui est inséré lui-même dans un système Terre. Et pour l'instant, le système monde se porte bien. Évidemment, la façon dont le système monde est conduit a un impact immédiat sur le système Terre. Et ce qui pourrait être sans doute le mieux donc, ou bien on continue le système monde à outrance jusqu'à des destructions significatives du système Terre, qui ensuite reconduisent à une destruction ou un effondrement du système monde, ou bien au contraire on choisit d'aller volontairement à l'effondrement du système, car le système Terre. Mais ça veut dire qu'on est un petit peu pris entre Charybde et Scylla, parce que dans les deux cas, ça veut dire qu'il est temps de mettre un espèce de méga coup de frein sur la pédale de la méga machine ou de la voiture telle qu'elle est reprise dans cette métaphore, pour éviter les sorties de route pour autant qu'elles soient encore possibles. Et
notre intuition, notre conviction de plus en plus portée par des études et par des chiffres ne nous laisse plus croire à beaucoup de possibilités de freiner cette voiture calmement. Voilà, alors on a repris ici simplement les courbes en ce qui concerne le climat. C'est des courbes bien connues, je ne vais pas les commenter, d'autant qu'il y a des tas de personnes ici bien plus compétentes que nous qui pourraient le faire. Ce que l'on voit en tout cas très clairement sur ce graphique, c'est la raideur de la pente, des pentes que nous devons maintenant suivre si nous voulons avoir une chance, s'il en reste encore, la moindre chance d'échapper à une augmentation de la température moyenne de la Terre de 1,5 degré à 2 degrés. Et on voit qu'on est en train d'arriver sur des courbes qui s'apparentent en fait quasiment à provoquer un collapse de la méga machine pour pouvoir rester dans les clous au niveau des chiffres climatiques, tant cette descente est importante. Oui, merci, vas-y Raphaël, c'est bien. Notamment basé sur cette courbe-ci que beaucoup connaissent aussi, qui montre que depuis bien longtemps, la consommation énergétique globale et le GDP, je ne trouve plus la formule française, enfin vous voyez bien le PIB, sont complètement indissociables. Ça fait un certain temps qu'on discute est-ce qu'il y a moyen d'en faire un découplement relatif éventuellement, mais ça n'a jamais été très loin, mais en tout cas un découplement absolu certainement pas. Donc ça veut quand même dire qu'en gros, pour pouvoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut diminuer l'utilisation des combustibles fossiles, et comme les combustibles fossiles représentent l'écrasante majorité de l'énergie qu'on emploie et que cette énergie est couplée au PIB, ben voilà, en gros, ça nous demande une décroissance massive et donc pratiquement un effondrement économique. Je pense que ça, c'est sur le suivant. Ici, on vous donne pour mémoire une batterie de mesures qui a été proposée par l'association Novétique et qui montre à quel point il nous faut décroître de façon drastique pour rester sur la trajectoire de 1,5 degré, mais ils ont surtout montré comment il fallait le traduire dans nos vies. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans des chiffres qui sont très très loin d'être approchés à l'heure actuelle. Le Covid, pendant un mois ou deux, au début de cette année, a été pas loin nous a rapprochés sur certains points de ces chiffres, en tout cas notamment sur la mobilité ou sur les vols, mais pas sur le reste nécessairement. Et comme vous savez, déjà ce confinement-ci est plus léger, a moins d'impact à ce niveau-là. Et surtout, comme le disent bien d'autres auteurs avec nous, il faudrait appliquer des plans Covid année après année pour arriver aux réductions dont on parlait, que nous demande notamment le GIEC. Alors tout ça bute en plus sur une caractéristique systémique de notre économie, ou en tout cas de l'économie mondialisée telle qu'elle domine actuellement tous les échanges économiques mondiaux, et qui est le fait qu'une société qui ne soit pas en croissance économique, en fait, ne fonctionne pas, s'effondre. Et que donc comment décroître sans effondrer l'économie, c'est bien toute la question qui est ouverte actuellement, sachant que, voilà, classiquement, comme ce slide le rappelle, on peut aller de plus en plus loin à partir d'une crise financière jusqu'à des guerres dans le pire des cas. On n'en est pas là aujourd'hui, mais ça n'est pas du tout inimaginable si on devait précipiter ou subir des crises financières importantes, qui font partie d'ailleurs des déclencheurs possibles de cet effondrement de civilisation dont nous nous inquiétons. Voilà, je passe maintenant la parole à Raphaël pour la suite. Oui, merci Gauthier. Bonjour à tous. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous remercier de votre présence et je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas brancher ma vidéo tant que les dias sont projetés, donc je vais rester dans cette configuration si ça vous convient. On voulait avec Gauthier simplement présenter les indices qui nous mènent à penser que
le système socio-économique global tel qu'il est configuré aujourd'hui est à bout de souffle. Donc là, et vous présentez ces indices rapidement en quelques slides. Ensuite, on passera plutôt sur la question de la collapsologie, donc l'étude de l'effondrement et ce que ça implique en termes de recherche. Mais donc, pour parler de ces indices, voilà, donc un des premiers, évidemment, c'est l'idée de la grande accélération à partir de 1950, l'idée de l'Anthropocène. Je vais passer ça rapidement. Ces tableaux, en fait, nous invitent à penser aux limites, de savoir, évidemment, que sous ces trajectoires exponentielles, jusqu'à quand elles peuvent durer. Et donc, les indices qui nous mènent à penser que tôt ou tard, elles peuvent donc commencer à décliner sont notamment en fonction des limites infranchissables, sont donc des limites physiques, des limites qui concernent l'énergie ou l'utilisation des matériaux. Toutes ces limites sont liées l'une entre elles. Évidemment, on a besoin aujourd'hui encore d'énergie, de combustibles fossiles pour construire des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont elles-mêmes liées aussi à ces minéraux, matériaux, terres rares, etc. Et tout cela, ce sont donc des limites de stock. C'est l'image un petit peu du réservoir d'essence d'une voiture lorsque le stock est vide. On peut toujours se tourner vers d'autres énergies, mais ce qu'on constate d'un point de vue global, c'est que tout cela ne fait que s'additionner. Alors même si au niveau régional, effectivement, on consomme moins de charbon ici en Europe, par exemple, ou de pétrole, on sait que c'est souvent eh bien, le surplus qu'on n'aura pas consommé est absorbé par ailleurs dans le système global pour des besoins de développement des pays les moins avancés. Alors, donc ça, c'est une classe de problèmes, des limites infranchissables, disons-nous, et puis d'autres limites qui sont plutôt de l'ordre de franchissables, c'est-à-dire qu'on connaît les conséquences qu'après avoir franchi ces limites, on assimile ça plutôt aux frontières, à des frontières, et vous les connaissez toutes, nous avons dépassé peut-être déjà 4, et toutes ces frontières sont liées l'une entre elles. Lorsqu'on arrive dans ces zones de dépassement, on arrive dans des zones d'incertitude où il devient vraiment difficile de distinguer tous les aspects, tous les aspects du problème, et cela nous pose énormément de problèmes en termes de gestion puisque notre système a poussé à la gestion avec plus de certitude possible, et lorsqu'on rentre dans une période d'incertitude, les choses deviennent de plus en plus floues, plus difficiles à distinguer, observer de manière objective, et ça rend encore donc évidemment les difficultés plus importantes. Une troisième classe de problèmes, ce sont ces risques systémiques, donc avec des phénomènes de contagion, des phénomènes de seuil, des phénomènes d'irréversibilité. Ce sont des aspects vraiment importants on a essayé de mettre en valeur dans comment tout peut s'effondrer. C'est l'idée donc d'utiliser tous les apports des sciences de la complexité pour venir vraiment éclairer le constat. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, vous montrer que ces exercices donc, sur la question des risques systémiques globaux, eh bien, c'est quelque chose qui est quand même assez bien documenté dans la littérature scientifique, et par ailleurs, beaucoup d'organisations internationales travaillent aussi sur ces questions-là. Je pense ici au Forum économique mondial de Davos. Vous avez un exemple ici de perception de risques et d'interconnexion entre tous ces risques globaux par eh bien, les participants au forum. Chaque année, donc, ils font le même exercice, ils classent les risques en fonction de dimensions, de thématiques différentes, et voient comment toutes ces dimensions sont liées l'une entre elles. Voilà un exemple. Un autre exemple ici récemment, au début de l'année 2020, une enquête qui avait été réalisée en 2019 auprès de 200 scientifiques qui travaillaient sur la question des risques systémiques globaux, et voilà comment eux liaient toutes ces crises ensemble. Voilà ici un exemple
ce qu'on peut observer dans la littérature à présent, c'est qu'on parlait beaucoup de possibilités d'effondrement systémique global, et aujourd'hui on passe plutôt sur la question de la probabilisation de cette possibilité. Donc il y a vraiment, je pense, quand on observe la littérature, des avancées dans le domaine, ça progresse vraiment, et ça indique quand même que le sujet bien intéresse de plus en plus de chercheurs. Alors, une quatrième classe, disons, de soucis que nous avons et qui nous donne donc ces indices qu'aujourd'hui on arrive à bout de course, en tout cas pour le système tel qu'il est configuré actuellement, c'est la question des verrous sociotechniques, pour lesquels il y a donc des dimensions sociotechniques, ce qui concerne les dérives fossiles. On parle de carbon locking, par exemple. Des verrouillages, on peut en retrouver aussi au niveau institutionnel et politique, avec évidemment le clivage gauche-droite encore fort présent aujourd'hui, qui est bien évidemment fort utile pour décrire la situation et pour avancer, mais nous pensons qu'il n'est plus suffisant et qu'il faudrait peut-être trouver d'autres lignes de démarcation qui nous permettent d'avancer. Et enfin, au niveau systémique, des verrous qui sont vraiment très importants, c'est au niveau du système monétaire et qui empêchent véritablement la transition. C'est l'idée qu'on a toujours un impératif de croissance pour rembourser les dettes. Alors c'est évidemment c'est discuté dans la littérature, certains pensent que c'est le cas d'autres moins et qu'il y aurait moyen de le contourner. En tout cas, pour le contourner, il faudrait probablement changer le système monétaire tel qu'il est configuré actuellement, ce qui n'est pas sans poser de problème en termes de relations internationales, de diplomatie, etc. C'est quelque chose de très, très complexe à mettre en œuvre. Et enfin, d'autres verrous, alors plus au niveau individuel et collectif, et là on parle de verrous plutôt cognitifs. Je ne vais pas tous vous les énoncer, mais Robert Gifford, un psychologue, en avait fait la liste assez brillamment. Il appelait ça les dragons de l'inaction. Alors, pour revenir sur cette idée de collapsologie, nous, en fait, notre intention de départ était simplement de rendre compte au public, au grand public, de ce que nous percevions dans la littérature scientifique comme étant quelque chose d'absolument indispensable pour que nous puissions avoir une vision claire de la situation et que nous puissions trouver les moyens d'agir de manière la plus complète, exhaustive possible, de pouvoir vraiment trouver les leviers qui nous permettent de renverser cette situation désastreuse. Et donc, en voyant cette littérature quand même s'étoffer avec ce mot effondrement qui revenait quand même dans nombreuses publications, à la fois en économie, en histoire, en biologie, même pour le climat, certains parlent d'effondrement, de la stabilité climatique. Donc ce mot revenait régulièrement et il nous est apparu qu'en fait, il nous permettait donc de relier tout un tas de problèmes ensemble, même si il avait certains défauts et certains écueils, dont nous avons d'ailleurs parlé dans Comment tout peut s'effondrer. Et donc en proposant ce mot, eh bien, ça nous a fort surpris évidemment qu'il ait été aussi vite repris, et il a donné lieu à des débats, je qualifie parfois un peu féroces, de débats publics assez durs. Mais si l'objectif est que nous discutions tous ensemble de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, eh bien, je crois que l'objectif est aujourd'hui, enfin, on a bien progressé à ce niveau-là. Et voilà, et donc le mot finalement nous a un peu échappé, ce mot collapsologie, et beaucoup de personnes y mettent finalement ce qu'ils veulent, et c'est très bien, pour autant qu'on en discute de manière fraternelle et bienveillante.
Voilà. Alors, la question donc, on se pose évidemment dans ces débats, une des questions, c'est à savoir si la collapsologie est une science. Donc, nous, je vous dis, c'était la proposition qu'on a faite de nommer ce qu'on voyait dans la littérature émergée, ce corpus, en fait, on voulait lui donner un nom et évidemment, on est facilement tombé sur ce mot collapsologie, quoi. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que certains déclarent que c'est que l'étude des risques existentiels, comme ils appellent, ou des risques catastrophiques globaux, avec une sous-classe qui est l'effondrement sociétal, est en fait un champ de recherche scientifique intégré. Donc cette liste de chercheurs, ici pour la plupart de l'université de Cambridge, donc déclare cela. Donc voilà, c'est ce que je crois ça nécessite évidemment il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'angles morts. Tout ça est discuté. On voit aussi que le nombre de publications d'année en année augmente sur le sujet. Et ici, l'exercice pour eux, précisément, c'était donc d'accumuler les évidences, les indices sur ces risques catastrophiques globaux qui concernent donc des catastrophes, disons, anthropogéniques, donc générées par les humains, et d'autres d'ordre naturel, cosmique, comme l'impact d'un astéroïde, par exemple. C'est évidemment discuté aussi au niveau philosophique, donc les risques existentiels. Je vous mets ici un papier qui en parle et qui est intéressant parce qu'il essaye de vraiment définir cette notion de risque existentiel et d'effondrement civilisationnel. Et de manière philosophique. Donc j'ai trouvé ce papier vraiment intéressant. Si le sujet vous intéresse aussi, vraiment je pense que vous y trouverez satisfaction et que ça apportera un peu de clarté dans tout ce corpus académique actuel. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est qu'on passe vraiment de cette idée de possibilité d'effondrement à la probabilité, avec des outils qui commencent à se développer, des exercices aussi, des enquêtes qui sont menées. Voilà une petite liste d'outils qui sont utilisés actuellement, et ceci est un papier de Seth Baum, qui est un des chercheurs les plus connus sur ce sujet de risque existentiel ou de catastrophe existentielle. Donc, comme je le disais, ces recherches s'inscrivent dans un corpus académique global catastrophique risque, qui est transdisciplinaire par essence. Donc, ça veut dire que non seulement c'est un sujet qui doit être analysé sous toutes les angles, sous toutes ses coutures, à travers tous les sujets, toutes les disciplines scientifiques, mais aussi faire appel aux connaissances, au savoir de populations locales partout et en tout lieu. Je pense que c'est absolument indispensable parce que cet objet d'étude, finalement, nous concerne tous au plus profond de nous. C'est une question de vie ou de mort pour nous tous. Et nous pensons évidemment que dans ce cadre-là, personne ne peut rester véritablement neutre sur cette question. Et surtout, il faut la penser ensemble. Ça nous paraît vraiment absolument indispensable. Alors, des exemples de labos qui travaillent sur ces questions-là. Donc, comme je disais, il y a l'Université de Cambridge, qui est sans doute le labo le plus important sur la question. Donc, ils ont un centre d'études de ces risques existentiels fondé par Lord Martin Rees. Le pendant à Oxford, c'est le Future of Humanity Institute. On a aussi de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le Future of Life Institute, proche du MIT, en tout cas fondé par un mathématicien du MIT. Et sur la côte ouest, on a Stanford qui travaille notamment sur ces questions-là. Eux parlent de Human Predicament. Le prédicament, ça veut dire que
enfin, voilà, le mot prédicament qu'on utilise aussi d'ailleurs dans le cadre de l'effondrement pour montrer qu'en fait que le système actuel qu'il n'y a pas vraiment de solution pour le préserver, pour le sauver, le système industriel basé sur les énergies fossiles. On peut parler de celui-là. Et parce qu'il faut de toute façon le transformer pour réussir à atteindre les objectifs fixés par le GIEC. Et donc, eux parlent de prédicaments dans le sens où, voilà, ce système ne peut pas être sauvé, il peut peut-être être transformé ou alors il s'effondrera. Des bases de données existent aussi sur ces questions-là, donc des bases de données scientifiques, d'articles scientifiques, les références. Moi, j'en tiens une qui est Bib Collapse, que j'ai commencé en 2010 et qui contient aujourd'hui à peu près 5500 articles. Alors, c'est moi qui travaille sur cette base de données, et s'il y a des personnes intéressées à travailler avec moi pour la renforcer, pour trouver une méthode derrière d'agrégation de ces références. Enfin, il y a énormément de travail encore à réaliser sur la base de données. C'est que le début, je suis un peu seul sur ces questions-là. Donc, je suis vraiment disponible pour en discuter avec ceux qui pourraient être intéressés à tenir cette base de données avec moi. Et alors une autre qui est aussi une initiative de l'université de Cambridge et qui est X-Risk et qui donc se base sur cet article dont je vous ai parlé là tout à l'heure, donc qui accumule les évidences en travaillant donc sur ces bases de données à l'aide d'intelligence artificielle pour agréger les résultats notamment. Donc vous avez les adresses, vous pouvez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ce ne sont que des travaux, j'ai envie de dire, qui débutent, qui commencent. Il y a vraiment encore de quoi renforcer, améliorer ces choses-là pour rendre l'information disponible et faciliter les recherches, à la fois donc les recherches d'universitaires, mais aussi des recherches citoyennes. Tout un chacun doit avoir accès à cette information. Voilà. Alors, il y a des exemples de colloques aussi qui se déroulent. Il y en a un même qui se déroule juste à l'instant, en fait. Donc, à l'instant où je parle, peut-être que de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, ils sont aussi en train de parler de ce sujet-là, à Cambridge. Et cette conférence, donc ces 3 jours de conférence sur ces risques existentiels, risques catastrophiques globaux, dans tous ces aspects. Vous pouvez encore, j'imagine, vous inscrire si vous êtes intéressé. Il y en a bien sûr d'autres ailleurs dans le monde. Je ne cite pas tout. Hein. Par exemple, ce sont des exemples de labos. Une liste de ces labos que j'ai commencé à faire, à recenser sur collapsologie.info. Vous allez voir dans la section liens, si je ne me trompe pas, oui, la section liens. Et vous aurez une liste de ceux que j'ai repérés. Il y a d'autres instituts aussi qui sont des initiatives privées. Je pense à l'Institut Momentum, par exemple, en France, donc l'initiative de Yves Cochet et de Agnès Sinaï. Je pense aussi à la Geneva Global Initiative, donc qui se situe à Genève et qui est menée par David Korowitz, un chercheur indépendant aussi qui travaille sur ces questions d'effondrement systémique depuis déjà quelques années. Voilà, je cède la parole à Gauthier qui va continuer sur les recherches en cours au niveau notamment anthropologique et sociologique. Voilà, me revoilà. Donc ça, c'est un autre volet qui nous intéresse beaucoup pour ceux qui nous ont lu. Vous savez que le dernier livre, une autre fin du monde est possible, détaille toute la question de comment on vit avec le collapse. Pour ceux qui se laissent le sentir, en fait, ça sort aussi de toute l'expérience que nous avons eue de réactions de lecteurs et dans les conférences, qui nous montrent que pour beaucoup de gens, en fait, assez bizarrement, parce qu'il y a souvent la peur de la peur autour du collapse, mais il y a aussi toute une catégorie de personnes, et ils sont très nombreux, pour qui c'est un soulagement, pour qui quelque chose qu'ils sentaient, en fait, leur est tout d'un coup mis clairement, et surtout ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls à y réfléchir.
Et ici, l'Obveco est qui a fait une photographie. Alors, c'est pas encore du peer reviewed, mais c'est quand même une étude assez rigoureuse. Vous pourrez aller la voir. Et qui montre, qui a essayé de dresser le portrait robot de ce que nous appelons les collapsonautes, c'est-à-dire de personnes qui vivent et qui intègrent dans leur vie l'idée de l'effondrement de notre civilisation. Alors préciser tout d'abord qu'il y a une autre étude par ailleurs de la Fondation Jean Jaurès qui a montré que 65% des Français donc voient un collapse arriver, sans préciser les dates nécessairement, encore que dans l'étude il y a même des précisions là-dessus. Et ensuite, pour en revenir à ce portrait robot du collapsonaute, ce qui est intéressant de constater, c'est que pour la plupart d'entre eux, je n'ai pas les pourcentages ici, mais vous pouvez les trouver assez facilement, pour la plupart d'entre eux, ce sont d'ailleurs des hommes, on ne l'a pas mis ici, c'est plutôt masculin, c'est un peu plus masculin que féminin, avec souvent une bonne culture scientifique, voire une forte culture scientifique pour pas mal d'entre eux, une sensibilité à la nature et à la protection de la nature, souvent un engagement militant ou une vision politique du monde assez avancée, des gens qui favorisent la coopération dans le vivant, donc ceux qui nous éloignent de l'imaginaire survivaliste que l'on peut se faire sur les collapsonautes. Il y en a bien sûr, mais ils sont tout à fait minoritaires, surtout en Europe. Et enfin, des gens qui entretiennent, je dirais, de front un rapport singulier à la mort, c'est-à-dire qu'ils sont capables de regarder cela en face d'une façon ou d'une autre, à la fois la mort en tant que processus individuel, mais aussi en tant que processus qui peut toucher une civilisation. Alors ça veut dire globalement que la plupart des gens qui en sont déjà là ont déjà passé la phase précédente qu'on nomme maintenant éco-anxiété et sur lequel il commence aussi à y avoir une série d'études, ce syndrome de l'éco-anxiété qui est une anxiété qui monte face à l'état du monde. Arrivent aussi des notions comme la solastalgie et encore d'autres. La solastalgie, donc, qui est cette nostalgie de paysages ou de lieux qui ont disparu suite à des agressions environnementales ou déjà des changements climatiques. Il y a un bouquin entier qui va bien plus loin que ça, écrit par Glenn Albrecht, un philosophe australien et qui vient d'être traduit en français. Et quand on passe justement cette étape-là, ce qui montre que l'absorption de l'effondrement, c'est quelque chose de dynamique, qui fait partie bien sûr de tout un processus, souvent penser l'effondrement provoque une métanoïa, donc provoque vraiment une espèce de bascule de conscience quant à la perception qu'on a de l'état du monde, de sa finitude et ensuite de sa propre finitude. Enfin, ça va souvent de pair. Et donc c'est en fait, même si ça peut passer par des phases difficiles, c'est souvent après, ça permet d'accéder à la fois à une autre énergie et à d'autres collectifs et à prendre d'autres mesures et d'autres décisions que si on était juste en train d'essayer de sauver le soldat pétrole, pour le dire comme ça. Voilà, donc pour signaler là-dessus, comme le reste, que tout ça est un véritable champ d'études en émergence et que là aussi, on voudrait vraiment faire appel à ceux qui nous écoutent et à leurs collègues pour continuer à aller plus loin sur ces pistes-là. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui travaillent déjà sur ce genre de questions, mais de continuer à leur donner de la visibilité parce qu'on en a vraiment besoin à tous les niveaux, tant pour prendre les décisions concrètes qui nous permettront de traverser l'effondrement et de se relever après, que pour aussi toute la composante psychologique, sociologique et autres. Raphaël, je te laisse conclure. Oui, alors je voulais conclure en disant que finalement, cette question d'effondrement génère énormément de paradoxes. Et on voit un exemple ici de paradoxe que ça peut générer, cette question. Et que, bien, personnellement, je pense que c'est ça qui, en tout cas Pablo, Gauthier et moi, nous passionne, c'est cette production finalement de paradoxes qui nous amène à voir vraiment des choses sous des angles différents. Et donc voilà, je voulais montrer ce petit schéma là pour
pour illustrer ce propos. Et terminer en disant que la notion d'effondrement, donc en tout cas dans la littérature des historiens, des archéologues, a généré déjà beaucoup de travaux, et notamment une critique en règle des certaines thèses de Jared Diamond avec le Questioning Collapse, donc ce livre. Et cette question est intéressante parce qu'eux reprenaient en fait les situations historiques, donc par exemple l'île de Pâques ou la question de la société viking, et montraient qu'en fait on pouvait très bien regarder l'histoire sous l'angle de la résilience, sous cet angle positif, disons, de voir que finalement, il y a toujours des descendants, il y a toujours eu des descendants des sociétés qui ont disparu. Et donc finalement, l'humain a toujours trouvé les moyens de s'adapter et de se recomplexifier par après. Et récemment, un article là de chercheurs du Stockholm Resilience Institute ont essayé de rapprocher ces deux champs de recherche. Donc le champ de la recherche sur la résilience socio-écologique et du collapse, et montre finalement qu'en fait la problématique, si la problématique est une pièce, eh bien un côté de la pièce c'est la résilience et l'autre côté c'est l'effondrement, et que eh bien traverser ou changer chaque fois de côté de la pièce nous permet vraiment d'alimenter une vraie réflexion systémique. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Julie, tu peux embrayer avant qu'on... Tout de suite. Oui. Je dois juste attendre que Raphaël coupe Oui. les partages d'écran. Oui. Alors, ça fonctionne bien? Oui, on voit. Ok. On voit la présentation. Bonjour à vous. Un grand merci de cette invitation à toute l'équipe du GRIS. Je vais vous proposer ici un exposé d'une toute autre nature. Donc, il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura pas de tableau. Et un exposé qui part de cette approche disciplinaire, de mon approche disciplinaire qu'est l'anthropologie. Alors, petit préambule, l'anthropologie dans ce sens restreint de la production d'une monographie par un chercheur sur le terrain qui peut aujourd'hui bien sûr être multisitué, ne peut être que la science d'un lieu. C'est-à-dire que c'est loin d'être tenu pour un mode de connaissance comme accessoire qui sert à illustrer une thèse. Le terrain en anthropologie est considéré comme la source même de la recherche. Et il va induire bien sûr une véritable épistémologie qui ne peut être réduite au travail de l'enquêteur qui questionne des informateurs. C'est vraiment en préservant ce terrain comme guide de l'écriture que l'anthropologue peut faire science. Et donc ici, je ne vais pas vous proposer un exposé en questionnant l'effondrement de manière frontale, mais je vais plutôt vous relater comment cette thématique est venue à moi dans mes propres recherches, dans le cadre de mes propres recherches, et donc par un ancrage sur deux terrains. Alors, je vais vous faire une entrée sur deux terrains, deux chapitres extrêmement différents, avec des tonalités et des couleurs. Alors, je vois que mon PowerPoint ne défile pas. Voilà. Avec des tonalités, comme je disais, des couleurs assez distinctes. Mais voilà, ça me semble intéressant de faire peut-être ce grand écart. Je vais d'abord aborder une catastrophe en Amérique centrale. Qui nous permet d'entrevoir comment les répercussions des changements climatiques sont le lot de populations vulnérables dans le dit Sud. Mais je ne vous propose pas d'aborder
comment ces répercussions de cet effondrement global de notre capitalocène immoral. Je ne vous propose pas d'aborder cet effondrement global sur des petits effondrements donc à l'échelle locale. C'est plutôt l'idée d'aborder comment il y a des modes, quels sont les modes interprétatifs qui ont été localement partagés et qui tiennent du registre de l'effondrement. En gros, ma question, c'est comment les sociétés se pensent là où tout bascule. Que se passe-t-il lorsque certaines et certains ont tout perdu? Alors, deuxième chapitre que je vous proposerai, c'est ce même registre, c'est en mobilisant ce même registre de l'effondrement que j'aborderai dans le contexte de la dite crise du Covid, que j'aborderai ce contexte-là. Cette crise où nos systèmes individuels, familiaux, sociétaux, économiques et politiques sont en perte d'équilibre. Et donc, mon interrogation actuelle se situe à regarder la secousse provoquée ou pas lorsque tout ou dépendant de notre société semble s'écrouler. Ce que peuvent générer ou pas comme changements sociétaux des interprétations catastrophistes, collapsologistes. Comment penser l'impensable et passer ou pas à l'action. Et je terminerai très brièvement sur la question de l'engagement dans la recherche. Donc je vous emmène, comme je vous disais, au Guatemala. Je ne sais peut-être pas encore, mais en tout cas en Amérique centrale. Alors, vous le savez probablement, mais une menace naturelle comme une tempête tropicale, je pense qu'il y a un micro qui a allumé, un autre que le mien. Je vais peut-être demander de couper les micros. C'est un certain cas, mais voilà, on verra. Donc, on peut aussi lancer le diaporama peut-être, ou je ne sais pas. Je l'ai lancé, vous ne l'avez pas, le diaporama? Il n'est pas lancé, le diaporama. On le voit, mais il n'est pas lancé comme diaporama. Je ne sais pas si... D'accord. Merci. Voilà. Voilà, merci de la remarque. Donc une menace naturelle comme une tempête tropicale met au jour les systèmes de relations qui se tissent entre les êtres humains et les êtres non humains. Mais au-delà des considérations d'ordre national et aussi national et structurel, le regard de l'anthropologue tel que je suis est attiré par l'analyse de ces relations in situ. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et j'étais présente dans l'altiplano du Guatemala 6 mois après le passage de la tempête tropicale Stan en 2005. Ma recherche doctorale va alors prendre à l'époque un tournant tout à fait inattendu. La concentration médiatique des dégâts de cet ouragan Stan autour du lac Atitlan, qui est dans le département de Sololá, un autre département que dans celui dans lequel je travaillais, m'avait conduite à penser que les conséquences de Stan avaient été résorbées dans cette localité de l'altiplano. Dès mon arrivée, cependant, je m'aperçois qu'il n'en est rien. Sans pudeur aucune, les paysages et les visages dévoilent le désastre qui est récemment survenu. Les glissements de terrain des montagnes qui surplombent le centre urbain dessinent des griffes sur leurs versants. Spontanément et de manière quasi obsessionnelle, les habitants me relatent leurs souvenirs du passage de Stan dans leur communauté. Les 4 journées et nuits d'angoisse, les pluies torrentielles, le vent, les inondations, la coupure d'électricité, la faim, la soif, les glissements de terrain, la recherche d'abri au sec, l'évacuation de la municipalité. La blancheur de ma peau, qui trahit bien sûr ma nature occidentale, va attiser rapidement l'espoir de potentielles aides économiques ou matérielles. Socio-anthropologue alors en déroute, je vais prêter l'oreille aux douleurs, j'enregistre le récit. L'heure est à la catharsis, car en ce début de la nouvelle saison des pluies, du mois d'avril, réveille les mémoires qui ont été traumatisées par les événements passés. Et donc par mon travail ethnographique, j'écoute les craintes des nouvelles tempêtes que la saison sèche avait apaisées. Les eaux et les coulées de boue ont tout emporté sur leur passage, abandonnant derrière elles les habitants de San Martín, donc qui est la localité dans laquelle j'ai travaillé, à leur questionnement sur le pourquoi et comment le désastre. Mais si je ne vais pas m'attarder sur la crise en elle-même, ni sur les facteurs de vulnérabilité écologique, socio-économique, géologique qui en ont entraîné la catastrophe. J'ai longuement écrit sur ces questions-là. Je voudrais mettre le focus sur les situations de crise comme des lieux d'exacerbation des systèmes de croyance et de rapport au monde. Entre autres, en analysant les explications étiologiques sur l'origine de la tempête tropicale Stan, ici, et sur le désastre qui est occasionné par les fortes pluies. Car de tout temps, les hommes ont interprété des phénomènes naturels extrêmes sur la base de leurs contes qui sont religieuses et bien sûr de leurs représentations culturelles. Alors, parmi les interprétations sur le pourquoi du passage de l'ouragan, les habitants avec laquelle
mobilisent des explications cycliques, divines et anthropiques. Dans le cadre de mon travail de terrain, j'ai observé que les Tinecos, donc les habitants de Sainte-Martine, conçoivent les aliens naturels extrêmes comme étant des natures cycliques. Donc, outre bien sûr le calendrier cyclonique annuel, les habitants de Sainte-Martine mentionnent un cycle d'une 50aine d'années pour expliquer la survenance de Stan. Et à cette représentation cyclique s'ajoutent des représentations prophétiques. Gauthier faisait un clin d'œil en Nul est le prophète dans son pays, mais voilà, je vais vous mentionner entre autres ces représentations prophétiques qui sont constitutives tant de la spiritualité maya que de la religion chrétienne. Donc prophétie maya, par des cycles courts, qui mentionnent des cycles courts et des cycles longs, et les prophéties millénaristes, donc la prédiction de maux et de catastrophes avant la seconde venue du Christ, annoncent tous deux des futures catastrophes. Toutefois, l'origine de ces événements catastrophiques prophétisés sont distincts. Et alors, permettez-moi, je vais juste faire en 2 minutes, je vais me permettre d'aller plus dans les détails pour vous faire comprendre ces origines, la manifestation de discours sur les origines de ces événements catastrophiques. Vous comprendrez pourquoi je vais aller plus en détail dans l'aboutissement. D'une part, les évangéliques mentionnent la toute-puissance de Dieu, qui sera à l'origine de tout événement naturel. Pour eux, l'homme vit dans le péché et délaisse Dieu. Et donc Dieu lui fait alors comprendre son mécontentement, par exemple via les phénomènes météorologiques. Quant aux chamans et aux personnes qui se revendiquent de la spiritualité maya, comme au cœur de leur héritage culturel, ils interpellent les êtres humains et leurs actes destructeurs ne prenant pas soin de la nature. La nature leur fait leur comprendre au travers d'ouragans et plus largement par des changements de climat. Donc ces prophéties millénaristes et apocalyptiques et les prophéties mayas sont porteuses d'espoirs distincts pour le fidèle. Les prophéties mayas font appel à un vécu terrestre en harmonie entre les hommes et leur terre, alors que les prophéties véhiculées par les évangéliques projettent un avenir idyllique auprès du Père dans l'au-delà, de Dieu le Père dans l'au-delà. Donc dans l'attente eschatologique, les évangéliques prémillénaristes ne s'impliqueraient pas personnellement dans l'histoire, mais encourageraient le repli sur l'individu, sur son engagement personnel avec le Christ et sur la sanctification individuelle. Les évangéliques de Sainte-Martine se donnent donc pour mission non de sauver la terre, mais bien de sauver un maximum d'êtres humains par la conversion et du Dieu, du monde. C'est l'évangile équivoque divin. À la différence de ce dogme évangélique, pour laquelle tout a une origine divine, les Tinecos, donc les habitants de Sainte-Martine, qui expriment un attachement à la spiritualité maya, démontrent avec vigueur le rôle anthropogénique des phénomènes climatiques. Ces discours prophétiques mayas manifestent l'urgence d'un retour au respect de la nature. Et bien sûr, alors ces distinctions que je fais ici assez rapidement entre les interprétations divines et anthropogéniques des changements climatiques et entre les groupes qui les véhiculent doivent être tempérées. C'est-à-dire que l'origine divine de Stan est parfois mentionnée par les non-évangéliques, tout comme certains évangéliques dénoncent également l'impact des êtres humains sur le développement des phénomènes naturels extrêmes. Donc, in fine, les propos de ces intervenants se rejoignent sur un point. Les phénomènes naturels sont une réaction aux changements moraux. Ils sont le retour en flamme du péché des hommes ou de la déconsidération de leur environnement naturel. Les êtres humains sont considérés comme responsables des péchés ou des pratiques anti-écologiques qui ont entraîné un ouragan. Alors, ce qui semble plus fondamentalement distinguer ces discours de ces habitants de cette localité en fonction de leurs appartenances religieuses, c'est l'issue qu'ils projettent de ces phénomènes extrêmes. C'est-à-dire que l'interprétation des phénomènes, des prophéties bibliques sur les menaces climatiques données par les communautés évangéliques de Sainte-Martine est essentiellement apocalyptique. Tandis que les prophéties mayas sur ces événements naturels annoncent la fin d'un cycle, mais non la fin des cycles. C'est-à-dire qu'en fonction de ces représentations apocalyptiques ou de la foi dans un éternel recommencement, se dégage un rapport au temps différent. Dans la cosmovision alterne destruction et création. Donc aux périodes de destruction sont également associées des périodes de recréation, de réengendrement. Les prophéties mayas sur la fin des cycles longs invitent une prise de conscience des dégâts anthropogéniques sur l'environnement naturel, qui serait donc le fruit de relations déséquilibrées avec la Terre et du déséquilibre cosmique. Ce symbolisme avertit des dangers qui nous menacent, mais en même temps, leur caractère de prévisibilité nous permettrait également, dans une visée émancipatrice, de les éviter. Et donc cette prophétie maya permet ainsi une puissante prise de conscience qui pousse à changer les cours des événements inscrits dans l'histoire des temps. Et donc pour les chamans, les prophéties mayas ont pour objectif d'alerter les consciences humaines dans leur rapport à la nature,
Le temps cyclique maya connaît donc un certain continuum historique. Quant à la conception du temps évangélique, c'est également ponctué de cycles courts de 50 ans et des cycles annuels agricoles et festifs. Elle est avant tout linéaire, à l'instar du temps biblique qui considère que l'humanité n'a connu qu'une seule création et connaîtra sa fin lorsque Dieu détruira le monde terrestre. Alors on peut se poser la question si ces conceptions distinctes du temps à venir induiraient des attitudes différentes envers les menaces climatiques et autres phénomènes naturels. Certains Tinekos prônent une prise de conscience écologique et l'urgence de sauver la Terre, alors que d'autres encouragent un désengagement sur Terre et surtout la nécessité d'être sauvé par le Christ. Alors on pourra en conclure d'une part que les croyants évangéliques apocalyptiques constituent une barrière aux actions adaptatives ou résilientes face au changement climatique, et d'autre part les personnages sociales spirituelles mayas et qui s'en revendiquent pourraient être définis comme des acteurs qui conscientisent les citoyens de la région aux impacts des facteurs anthropiques dans les changements climatiques. Alors là, on serait vraiment dans une description très caricaturale qu'il est nécessaire de compléter par l'analyse des discours avec l'observation des pratiques qui sont mises en œuvre au quotidien par les Tinekos dans l'environnement naturel. Alors je vais très rapidement aller là-dessus, mais sur le plan de ce qu'on appelle dans les termes anthropocentriques occidentaux que nous sommes, sur le plan de la gestion de l'environnement naturel, mes recherches dans cette municipalité agricole démontrent que les pratiques des Tinekos ne se distinguent pas en fonction des appartenances religieuses. Dans ce contexte où les indices de pauvreté sont élevés, la préoccupation première est la survie au quotidien plutôt qu'une lutte contre les effets du changement climatique. Les pratiques agricoles intensives, extensives, dopées aux produits phytosanitaires restent par exemple la panacée et passent avant le souci d'une préservation de l'écosystème. Il est plus nécessaire de compléter l'analyse de cette gestion des pratiques de l'environnement, avec l'environnement naturel, par l'analyse des rites qui sont pratiqués par les Tinekos à l'intention de la nature. Pour Federico Navarrete, un chercheur, je pense qu'il est anthropologue, il est évident que les populations mayas qui relatent les anciennes créations et destructions du monde et des humanités qui ont précédé l'actuel travaillent en même temps pour l'éviter et défendre leurs traditions et en pratiquant les actions rituelles que les dieux attendent d'elles. Alors je vais quand même regarder l'heure parce que, je vais quand même me permettre, avant de passer à mon deuxième chapitre, un très court interstice musical. Je pense qu'on est tous confrontés à une quantité de webinaires importants. Alors, cette vidéo a circulé dans mes réseaux avec des informateurs sud-américains et je voudrais vous la faire défiler en espérant que le son, par contre, je vais démarrer. Est-ce que quelqu'un pourra manifester si le son passe? Non, c'est pas le cas. Alors, je crois que je dois faire un changement. Un instant. Voilà, inclure le son. Ah, et j'ai perdu ma vidéo. Bon, c'est pas grave. Entre-temps... Bon, je vais vu le temps qui court, peut-être si ça se met sur la fin, je vais revenir à mon PowerPoint, du coup, si c'est le cas. Alors, je voulais vous partager un interstice musical, comme je vous disais, d'un chant de lutte de résistance culturelle des populations indigènes, qui, rappelons-nous, et Pierre-Emmanuel l'a mentionné, qui ont subi un réel génocide culturel avec la colonisation. Je ne voulais pas m'attarder sur ce plan de l'effondrement, mais juste évoquer le texte touchant de cet anthropologue brésilien connu, qui est Eduardo Viveiros de Castro, ce texte « Les involontaires de la patrie », qui mentionne combien les luttes des Indiens est aussi notre lutte, la lutte indigène. Les Indiens sont notre exemple de résistance séculaire à une guerre féroce menée contre eux pour les désexister, les faire disparaître, que ce soit en les tuant purement et simplement ou en les désindianisant et en les rendant citoyens civilisés. Les Indiens ont besoin de l'aide des Blancs qui se solidarisent avec leur lutte et qui reconnaissent en eux l'exemple le plus grand de la lutte perpétuelle entre les peuples indigènes et l'État national. Mais nous, les autres Indiens, nous autres aussi avons besoin de l'aide et de l'exemple des Indiens, de leur tactique de guérilla symbolique, juridique, médiatique.
Voilà, c'était un interstice parce que je voulais faire le lien sur cet effondrement multiculturel. Voilà, avec cette vidéo pour donner un autre ton à ces webinaires éventuellement interminables. Donc j'espère que vous accrochez et je poursuis et je vais glisser sur mon deuxième chapitre, comme je vous le disais, sur la question du Covid, de la Covid. Alors je vais ici librement m'inspirer d'un chapitre que j'ai écrit dans un ouvrage collectif qui s'appelle Masquer le monde, un ouvrage coordonné avec des collègues anthropologues du laboratoire d'anthropologie prospective. Et avant cela, je fais un petit coup de pub. C'est un ami artiste, clown, qui a fait un ouvrage avec un photographe. Et on le voit voilà, sur de nombreuses photographies assez poétiques, en fait, et qui met en scène le temps du confinement à Bruxelles. Ah, donc je vous rappelle ici en Belgique, en ce temps de confinement, dans nos propres chaumières, au cœur de cette seconde vague du Covid. Je vais me citer le démarrage le chapitre dans cet ouvrage dont je vous parlais. Printemps 2020, silence. Comme dans de nombreuses villes à travers le monde, le ciel bruxellois ne dévoile plus que de rares trajectoires d'engins ailés. À proximité de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, l'aviation a déserté l'espace sonore. Sur Terre, le déplacement des 4 roues est limité. Silence. L'absence du bruit de moteur amplifie le chant des oiseaux en ce renouveau printanier. La bucolique mélodie s'harmonise à une seconde voix, les sirènes des ambulances. Depuis son incessante circulation dans les discours nationaux et les médias, les sirènes attestent de la propagation de l'invisible virus Covid-19 dans la capitale belge. La compassion pour les victimes acheminée dans l'urgence au son strident des ambulances nous renvoie à notre propre exposition à la pandémie. Imposé par nos gouvernements, le confinement détracterait-il notre oui, tel Ulysse charmé par le chant mortifère des sirènes? Un sapeur-pompier me clarifia cette impression de sirène importante, sirène d'ambulance. Nous nous sommes transformés en taximènes des personnes atteintes de corona, mais nous avons bien moins de sorties en ambulance qu'avant Covid. Notre immunité en baisse face au traitement médiatique de l'événement nous fera perdre nos sens critiques jusqu'à en déformer notre rapport sensitif à la réalité. Une voie royale s'ouvre alors à une lecture exclusivement sanitaire de la crise qui augurerait une catastrophe apocalyptique. Anthropologue ayant eu pour objet de recherche les catastrophes appelées communément naturelles dans des contrées lointaines, je suis embarquée, à l'instar de mes compatriotes et de vous, mes collègues, dans la pandémie. Je ne suis plus celle qui observe sur le terrain avec la distanciation de mes va-et-vient. J'observe, je m'observe, je nous observe. Mais aussi je suis observée, nous sommes observés. De retour de mes terrains, j'enquêtais régulièrement auprès d'amis informateurs vivant en Amérique centrale ou en Asie du Sud-Est afin de me rassurer de leur état après le passage d'un cyclone, de l'éruption d'un volcan ou encore d'une période de sécheresse. En ce printemps 2020, les prises de contact inquiètes se sont inversées pour devenir ensuite des préoccupations réciproques. Nous sommes pris dans un événement planétaire. Le confinement dans nos espaces domestiques prend pour certaines et certains la tournure d'une banale quotidiennité. Et pourtant, il marque une fracture avec l'ordre social du monde. Fin de citation. Donc cette pandémie reconfigure et transforme en profondeur le monde dans lequel nous vivons. Il y eut un avant, il y aura un après. L'écosystème est un large système qui oscille entre 2 pôles événementiels. D'une part, des événements périodiques réguliers, les cycles de jour et de nuit, les phénomènes saisonniers, les éventuels cycles cycloniques, mais aussi végétaux, animaux et autres. Et d'autre part, des événements irréguliers, apériodiques, les uns fréquents et les autres plus rares, certains à la limite de l'exceptionnel. Avec un taux de létalité qui est difficilement comparable à d'autres maladies virales, tant que l'épidémie est en cours, le coronavirus a pourtant rapidement basculé de l'ordre de la grippe saisonnière à celui de l'exceptionnel et du spectaculaire. La Covid-19 n'est pas de ces perturbations passagères qui apparaissent et disparaissent. Parler en termes de crise signifierait que la structure n'est que ponctuellement affectée. Or, la situation provoque l'ébranlement des structures sociales. Dans la situation actuelle, il est évident d'une part que cette pandémie n'est pas une perturbation anormale d'un fonctionnement normal, mais bien au contraire l'une des conséquences normales d'un fonctionnement anormal. Cette Covid-19 est de manière corollaire
et de manière corollaire les mesures de confinement qui sont suivies, est de ces événements affectant tout notre système de manière profonde et durable. Raison supplémentaire du caractère tronqué de la formulation de crise sanitaire. Les dimensions sanitaires, sociales, écologiques, économiques et politiques de cette catastrophe sont enchâssées. Il convient de les penser ensemble. Au-delà de sa manifestation dans la matérialité, ce qui fait problème dans l'événement, c'est son intelligibilité. Les sciences sociales vont s'intéresser à parler des deux événements qu'à partir du moment où elles ont autre chose à dire que l'évidence de sa manifestation. Au-delà d'une manifestation de la Covid-19 dans le cours du monde, les opérations intellectuelles auxquelles nous sommes appelés à œuvrer sont de déconstruire cet événement et de comprendre comment une menace, tel un virus corrélé à des facteurs de vulnérabilité, peut être à la genèse d'une catastrophe. Car la conjonction d'une catastrophe humaine, une population humaine avec un agent potentiellement destructeur ne produit pas inévitablement une catastrophe. Afin de comprendre les mécanismes à l'origine d'une catastrophe, il est nécessaire de s'écarter de l'approche dominante qui appréhende les catastrophes comme un problème limité dans le temps et dans l'espace. Il y a tout un courant dans les sciences humaines et sociales qui a contribué à la déconstruction de ces événements catastrophiques pour les analyser plutôt comme des processus qui sont tués à l'interface de la société et de l'environnement. De les analyser donc non comme des interruptions de l'ordre social normal, mais à l'inverse comme le produit de cet ordre. Alors, tandis que ces catastrophes sont communément appréhendées comme des phénomènes exogènes, c'est-à-dire occasionnels, naturels et qui sont fondamentalement inévitables, une approche par la vulnérabilité permet alors d'avoir une vision de la catastrophe comme endogène, c'est-à-dire produite par la société elle-même. Donc, par cette corrélation aléa et vulnérabilité, va se définir le risque et une éventuelle catastrophe. Cette équation qui est d'usage dans le domaine de la gestion des risques est valide également pour les occidentaux que nous sommes, alors pas seulement dans les terrains dits sud, occidentaux que nous sommes, enlissés dans le confortable régime du principe de précaution et emprunts à considérer que le pire est seulement plausible et non une certitude. Il s'avère dès lors nécessaire de dénouer les fils qui tissent la continuité entre l'avant-catastrophe et l'événement catastrophique. Les penseurs critiques qui se sont manifestés en nombre dans le courant du premier confinement et par la suite, et aujourd'hui encore, opèrent ainsi une analyse des facteurs de vulnérabilité qui ont permis le déploiement de la pandémie. La fragilité de notre système de soins de santé, la mondialisation des échanges, la pollution de l'air et plus largement la crise écologique. À ces analyses s'additionnent également les facteurs qui fragilisent la santé des personnes contaminées par le virus, la malbouffe, le stress, la sédentarisation et autres. L'invisible virus taille sa route, s'immisçant dans les failles socio-économiques et des fragilités immunitaires. Il creuse et met au jour de manière criante et morbide les inégalités humaines de nos sociétés. Les chercheurs que nous sommes, de toutes disciplines confondues, ayant pour objet les désastres, travaillent généralement sur les catastrophes ayant lieu dans des contextes desquels ils étaient absents lors de leur survenance. Armés d'une distanciation temporelle avec l'événement, comme c'était le cas pour moi au Guatemala, ainsi que bien souvent aussi géographique avec leur lieu de résidence, ils tirent parti d'un événement dramatique pour appréhender comment les humains réagissent et donnent sens à l'événement. Mais comment appréhender l'ampleur d'une catastrophe et lui donner du relief lorsqu'on est pris dedans? Si la Covid-19 désigne un événement bouleversant toutes les sphères de notre société, les opérations transformatrices tiennent lieu également dans les coulisses du confinement. La Covid-19 rompt l'ordre temporel en créant un avant et un après. Or, l'imposition par les autorités du confinement génère une mise à l'arrêt. Dans le but de limiter la propagation de la maladie, cette quarantaine généralisée ont des effets secondaires. On le sait, violence intrafamiliale, suicide, perte d'emploi et autres. Des effets secondaires qui sont aujourd'hui mis en sourdine par une lecture exclusivement sanitaire de la crise. L'ampleur des dégâts, voire la détermination même de la notion de catastrophe pour cet événement, ne pourra être évaluée que dans l'insondable après. Et pour Johan Moreau, un philosophe, lorsqu'un aléa majeur se produit, on le vit en situation de survie, sans se préoccuper de la nommer. Ce n'est qu'une fois que l'événement a eu lieu qu'on peut le prédiquer. En observant comment les personnes s'en sont accommodées et dans quelle mesure il y a eu un impact sur ce qui, pour ces personnes, fait valeur. Ce qui questionne donc, c'est la notion de trauma qui vient après l'aléa et comment les personnes qui le digèrent et arrivent à en faire quelque chose. Seul, donc, c'est improbable. Après
permettra d'esquisser les traumas que la Covid-19 et les dispositifs de confinement auront imprégnés au cœur des trajectoires de vie. Les effets traumatisants pressentis du confinement, les taux de décès suite au virus et la surmorbidité, les dommages économiques ou encore les conséquences politiques liées au Covid-19 attestent le glissement heuristique. L'événement est devenu une catastrophe. La métaphysique qui est proposée par les travaux de Jean-Pierre Dupuy invite à se projeter dans l'après-catastrophe et voir dans celle-ci un événement nécessaire et possible pour éviter que la catastrophe ne se produise. Auteur, entre autres, du livre Pour un catastrophisme éclairé en 2002, Jean-Pierre Dupuy s'intéresse à la question de la survie de la société. L'homme sait que nous courons à la catastrophe si nous ne changeons pas nos modes de vie. Selon ce philosophe, ce n'est pas l'incertitude scientifique qui nous empêche alors d'agir afin d'éviter la catastrophe, mais l'impossibilité de croire que le pire va arriver. Pour Dupuy, afin d'éviter la catastrophe, nous avons besoin de l'anticiper, d'y croire avec certitude pour d'être persuadé de son caractère inéluctable. Le bon usage du catastrophisme aurait pour vertu d'annoncer le destin apocalyptique de l'humanité, pour tenter d'inverser le cours du temps. Cette attitude éthique conséquente doit mettre fin aux contradictions dans lesquelles nous enferme la société du risque en matière de prévention ou de principe de précaution. Vous voyez ici le lien avec les fameux discours des chamans mayas dont je faisais part dans ce premier chapitre. Tout en questionnant cette peur comme bonne conseillère, les penseurs Guénard et Simet entrevoient cette pensée comme une anthropologie négative. C'est-à-dire, dans cette anthropologie, l'homme est pensé par soustraction, non pas en disant ce qu'il n'est pas, mais bien plutôt en montrant ce qu'il n'est plus, et donc ce qu'il doit renoncer à être. Il s'agit d'un appel à dresser le bilan de tout ce que l'homme devrait abandonner, en commençant par les apparats de l'homme moderne. Sa croyance dans le progrès, scientifique et technique, sa vision théologique de l'histoire, sa prétention à maîtriser la nature. Cette interpellation rejoint l'invitation concrète de Bruno Latour, que vous avez peut-être lu durant notre premier confinement, invitation à réaliser en temps de confinement un inventaire autodescriptif de nos gestes barrières. Je cite Latour, décrire ce à quoi nous sommes attachés, ce dont nous sommes prêts à nous libérer, les chaînes que nous sommes prêts à reconstituer et celles que, par notre comportement, nous sommes décidés à interrompre. Si toute étude des catastrophes en sciences humaines et sociales ne conduit pas à adopter une position catastrophiste radicale, comme c'est mon cas, elles ont en commun de participer pleinement à la critique du projet moderne. Alors selon moi, pour éviter que la catastrophe ne se produise, la métaphysique du catastrophisme éclairé consiste à rendre la catastrophe certaine, l'inscrire délibérément dans l'avenir. Ce n'est qu'en considérant que le pire est définitivement certain qu'il est possible de trouver une solution ou une bifurcation. Le vrai risque, nous disait Dupuy déjà en 2002, c'est que les opinions publiques ne soient pas encore pénétrées par la certitude du désastre, parce que nous ne voyons pas ce que nous savons. L'émergence de la Covid-19 et sa propagation ne constitue-t-elle pas un point de rupture historique qui nous permettrait d'éviter un fatum apocalyptique d'ordre tant socio-économique qu'écologique ? Pour les collapsologues, la pandémie de la Covid-19 est une aubaine démonstrative. L'effondrement de la civilisation industrielle ne serait qu'une possibilité de renaissance. Un cycle adaptatif, en quelque sorte, depuis une approche biologique. L'heure serait venue d'accélérer la démondialisation au profit d'une relocalisation radicale des activités sociales et économiques. La pandémie a prouvé les limites de la mondialisation, déclare Edgar Morin. Une telle crise, estime le philosophe, devrait nous faire sortir du nouveau, donner de l'imagination créatrice pour qu'on ait un New Deal, pour sortir du néolibéralisme à tous les niveaux. Les termes de transition écologique et sociétale semblent bien vains, voire pudiques, face aux défis que la bombe Corona fait éclater au grand jour. Alors que la pandémie reconfigure l'idée d'un destin commun, dans le silence du confinement, comment émergeront les contestations s'opposant au retour fulgurant à la croissance, à des politiques néolibérales d'austérité. Derrière les fameuses sirènes des ambulances que j'évoquais dans mon préambule, par quelle voix les voix citoyennes se feront-elles entendre ? Si les cris d'urgence de transformation sociale et écologique de nos sociétés percent timidement,
j'émets l'hypothèse que la catastrophe actuelle témoigne de la nécessité d'alliance aussi avec des États forts. Tout comme déconstruire une catastrophe va imposer une analyse des processus et des systèmes, la réponse à la catastrophe dont le coronavirus est détonateur se doivent être systémiques, culturelles et collectives. Certains et certaines l'interprétaient dans un langage spirituel l'époque que nous traversons comme étant des vagues de contraction annonciatrices d'un accouchement planétaire. Se pose alors la question de la création d'espaces démocratiques pour débattre sur la grandeur de la vision du monde auquel nous souhaitons donner naissance et renaissance. En espérant bien sûr que les heurts de la mise au monde n'engendrent ni un retour à la normale, ni n'étouffent la créativité nécessaire pour opérer la transition vers une société plus résiliente. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'avais encore 2-3 slides, mais je crois que je vais les maintenir de côté peut-être pour répondre à certaines questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup Julie, ainsi que Gauthier et Raphaël. Donc voilà, dans le temps qui nous reste, qui a été un peu contraint aussi par les difficultés techniques dont je voudrais m'excuser, je propose d'ouvrir le débat. Je sais aussi que les difficultés du chat sont maintenues, donc si vous souhaitez poser une question, je propose de la poser oralement en activant votre micro ou éventuellement lever la main grâce à l'outil Teams pour s'il y a plusieurs questions simultanées. Voilà. Oui, alors Andrea. Oui, excusez-moi, c'est une petite question concernant cet endroit en Amérique latine. Merci beaucoup pour l'exposition. Donc, d'un côté, les évangéliques, de l'autre côté, la spiritualité maya. Je me demandais si à cet endroit, il n'y a pas des catholiques et s'il y a une position différente par rapport à... Parce que c'est l'Amérique latine, donc voilà. Et puis, j'avais une question pour les deux autres intervenants, et merci beaucoup. Dans le livre Le pire n'est pas certain, dans l'introduction, Raphaël et Catherine Larère disent une des principales raisons du succès de la collapsologie est son innocuité politique. Si l'on veut s'opposer à la gestion capitaliste des dégradations écologiques, il n'y a rien à attendre de la collapsologie. Il faut s'interroger pour savoir si d'autres mondes sont possibles et à quelles conditions ils peuvent advenir, etc. C'est pourquoi il importe que l'écologie et l'ensemble des luttes sociales et des expériences qui portent sur la défense et l'amélioration des milieux de vie ne se laissent pas absorber dans un courant qui finalement dessert leur objectif. C'est très polémique, donc je n'entre pas, je pense que c'est peut-être un peu caricatural, mais je voulais avoir votre réaction par rapport à ce type de déclaration. Merci beaucoup. Julie, tu démarres? Oui, je ne savais pas si on prenait une salle de questions. Oui, bien sûr, j'étais très caricaturale. Hein. Merci pour cette précision que vous m'amenez à faire, Andrea. Dans le sens, bien sûr, il y a comme un triptyque en fait en Amérique latine, un peu partout, qui est avec la colonisation, bien sûr, un catholicisme qui a été implanté depuis longue date et qui, dans bien de nombreuses contrées, s'est hybridé avec les cultures et religiosités en place avant la colonisation. Et donc, le catholicisme, dans les différentes interprétations que j'ai rapidement partagées au sujet de Stan, se situe souvent dans un entre-deux entre le pôle évangélique prémillénariste et la spiritualité maya. Il y a souvent, je parlais d'hybridation, une assez forte hybridation entre le catholicisme et, en tout cas au Guatemala, et les cultures ancestrales. Et face auxquels les convertis évangéliques mettent vraiment une rupture par rapport aux pratiques traditionnelles. Et donc, mais les catholiques, par exemple, aussi en parlant du fatum apocalyptique que je mentionnais, une lecture biblique millénariste, ne se retrouve rarement là, dans ce discours-là. Voilà, merci. Merci. En ce qui nous concerne, moi, je vais répondre par rapport effectivement, à l'essai un peu polémique des Larère. D'abord, pour vous dire que pour nous, c'est une attaque de plus de personnes qu'on considérait comme des alliés naturels et qui nous a beaucoup surpris.
Dire d'abord que bien sûr que le pire n'est jamais certain et qu'on n'a jamais dit que le pire était certain, nous le souhaite certainement pas non plus. Ça c'est, je dirais, c'est la première chose, mais il y avait autre chose dans ce qu'il soulignait. Oui, c'est par rapport au positionnement politique. Alors là vraiment ça nous étonne parce que la chose à dire quand même, c'est que quand Pablo et Raphaël, et c'est moi qui le dis de l'extérieur, ont écrit Comment tout peut s'effondrer, ils ont exprès essayé d'éviter le terme et l'attaque frontale contre le capitalisme pour que ce livre puisse être lisible par un maximum de personnes. C'était un peu délibéré. Depuis lors, si on se renseigne, qu'on lit les innombrables interviews qu'ils ont données ou que nous avons données, que ce soit sur Thinkerview, où là c'était particulièrement détaillé, et si par ailleurs on sait, dans le cas de Pablo notamment, qu'il a préfacé et quasiment préfacé le Kropotkin il y a 10 ans sur l'entraide, Kropotkin, pour rappel, étant un anarchiste, donc pas exactement convaincu du capitalisme, il est clair que nous avons chacun nos positionnements politiques. Simplement, ça n'a pas été notre axe dans un premier temps. Dans un premier temps, Comment tout peut s'effondrer était descriptif. Dans un deuxième temps, Une autre fin du monde est possible était destinée à nous permettre à chacun d'absorber le choc basé sur des propositions qu'on faisait à partir de notre propre expérience. Et on a maintenant en préparation ce qu'on appelle, après la collapsologie et la collapsosophie, la collapsopraxis. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et dans le qu'est-ce qu'on fait, évidemment qu'il y a du positionnement politique. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure avec l'étude de l'Obveco, la découverte du collapse, généralement, est très mobilisatrice, contrairement à ce qu'en disent un certain nombre d'auteurs, dont on se demande parfois s'ils ont d'ailleurs lu tous nos bouquins quand ils les critiquent. Voilà. Merci beaucoup, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Peut-être en attendant qu'une main se lève. Oui, dans ce que tu montrais sur l'Obveco, là, donc il y a, et aussi en préparant ce séminaire, donc il y a ce qui m'est venu, c'est la question effectivement de la différence de réaction ou de positionnement des hommes et des femmes par rapport à cette thématique. Alors, j'en parle aussi avec différents collègues depuis un certain temps. Et voilà, il me semble que, dans quelle mesure est-ce que la dimension... Oui, la question c'est, genre et effondrement, qu'est-ce que vous pouviez en dire aussi par rapport aux réactions de vos lecteurs, de vos publics et voilà, est-ce que cette vision de l'effondrement, c'est quelque chose qui est plutôt masculin? Je pense notamment à un livre de Nancy Houston comme Professeur de désespoir, où je pense qu'elle a un petit peu cette idée, même si évidemment il n'est pas question de collapsologie là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? D'abord, je devrais dire, j'ai pas les chiffres devant moi, mais que le biais entre les hommes et les femmes dans l'étude de l'Obveco n'était pas énorme. Hein, donc il y avait plus d'hommes que de femmes, mais c'est pas non plus du 80-20. Hein, on n'est pas du tout dans ce genre de chiffres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est plus basé sur mon expérience personnelle. Moi, j'anime depuis plus de 10 ans des ateliers de reliance au vivant, dans lequel la problématique du collapse est très présente et qui attire beaucoup de gens qui sont sensibles à ce qui se passe par le biais de nos livres ou pas. Il y a 10 ans, c'était forcément pas par le biais de nos livres, ils n'étaient pas écrits. Et dans tous les cas, on avait un public, comme d'habitude, plutôt féminin, comme souvent quand il s'agit de commencer à réfléchir en y mêlant ses émotions. Et nous, je dirais presque qu'on se batte pour pouvoir avoir des publics
dans ces ateliers qui soient à peu près mixtes, équilibrés, masculin-féminin. Et donc, voilà, je dirais que peut-être qu'au niveau du discours aussi souvent, mais ça c'est souvent, on le voit bien dans les intervenants, les auteurs, les conférences, qu'il y a quand même, il reste un biais vers plus d'hommes. Peut-être que les hommes ont plus le temps, avec des charges mentales différentes, de s'exprimer, mais que les femmes n'en pensent pas moins. Moi, c'est vraiment la perception que j'en ai. Même si je n'ai pas d'études sociologiques sur lesquelles je peux m'appuyer voilà, pour justifier ce positionnement. Et je pense que notamment à travers, tu l'as cité tout à l'heure, tu as parlé de l'écoféminisme. L'écoféminisme est un des mouvements émergents et qui prend toute sa force, Dieu soit loué, qui montre bien qu'il y a aussi toute une réflexion montante féminine sur les liens entre la méga machine et l'état du monde actuel, enfin l'état de la planète actuelle. Voilà, j'en dis pas plus long, c'est une très longue question. Je ne sais pas si je peux me permettre une question. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais avoir une question à partir de la philo des sciences, puisque c'est ma spécialité. Au fond, à un moment donné, vous parliez de la critique du projet moderne. Est-ce qu'il ne faudrait pas dissocier la critique du projet moderne du capitalisme de la critique du projet moderne tout court? Au fond, ma question est un peu, quelle est la place de la science dans cette approche? Est-ce que la science est perçue comme une sorte d'alliance avec le capitalisme inéluctable et par conséquent, c'est le discours, parce que c'est quand même le rapport scientifique et la nature qui conduit aux excès que l'on connaît. Alors, autrement dit, j'aimerais vous entendre au fond sur le positionnement que vous auriez par rapport à la science. Est-ce que c'est une sorte de posture où c'est la science qui est à l'origine de tout, donc il faut mettre, ou bien il y a une place pour une dissociation d'une dynamique très marquée par le capitalisme par rapport à une approche scientifique qui est elle-même chosifiante, mais qui n'est pas nécessairement associée au capitalisme. Enfin, j'aimerais vous entendre un peu sur ce point, si c'est possible. Ok, oui, on est en train de se concerter là pour voir qui va. Je continue alors. Moi, je dirais oui. Pour moi, il y a une dissociation à faire très clairement. Moi, je continue à me sentir scientifique, chercheur et à me revendiquer comme tel. Donc, certainement, ne pas superposer le capitalisme ou même le socio-capitalisme à la science. Il reste que même, par contre, au niveau de la science, j'ai envie de faire, comme diraient certains, un droit d'inventaire aussi. Et je pense qu'au niveau de la science, et notamment dans ce qu'elle a de chosifiant, oui, là, il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que ce n'est pas aussi la chosification, au sens large, qui a permis d'arriver dans la situation dans laquelle nous sommes arrivés? Et je pense qu'effectivement, pouvoir appréhender comme ça se fait dans d'autres cultures qui ont quand même moins perturbé leur environnement, je ne vais pas dire qu'ils ne l'ont pas perturbé du tout, mais qui ont réussi à établir des équilibres nettement plus longs avec leur environnement, c'est pas pour rien et ça interpelle quand même de constater qu'ils pouvaient avoir des relations de sujet à sujet. Et sujet à sujet ne veut pas nécessairement dire qu'on considère les autres êtres vivants comme des équivalents, mais par contre bien comme des sujets. Et là, il y a même maintenant, dans la science actuelle, il y a tout un mouvement là-dessus. Là, j'en ai un par hasard, là, j'en ai un sur ma table ici, qui est un bouquin essentiel écrit par une des botanistes qui a lancé la neurobotanique avec Stefano Mancuso, et qui parle de l'intelligence des plantes. Et ce qui est plus troublant, c'est qu'elle parle de l'intelligence des plantes à travers des expériences de sciences pures et dures. Hein, c'est elle notamment qui a démontré les réflexes de Pavlov chez les petits pois, ce qui est quand même un peu surprenant. Et en même temps, dans le même temps, elle y va aussi par le biais, et elle l'assume complètement, notamment dans ce bouquin, par le biais de cérémonies chamaniques à l'ayahuasca. Donc, je ne conclue pas avec ça, mais pour dire que oui, la science est encore là. Est-ce que la science ne doit pas évoluer pour autant et ne doit pas être critique par rapport à ses propres liens incestueux ou non avec le capitalisme? Ben voilà. Donc je donne là plus des interrogations que des réponses strictes. Merci. Michel?
Oui, bonjour. D'abord, juste un mot pour féliciter l'organisateur et les intervenants de cette session. C'était fabuleux, vraiment édifiant. Bravo à tous. Non, c'était juste simplement pour ajouter par rapport à la remarque de Bernard, qui a toute une littérature probablement pas très abondante, mais quand même, sur l'effondrement ou en tout cas la mise en cause d'un modèle de financement et de recherche scientifique. Hein. Alors, les noms ne me reviennent pas en tête, j'ai pas du tout préparé cette intervention, les bouquins se trouvent là derrière, mais effectivement, on est d'ailleurs beaucoup dans cette pièce témoin un petit peu du système d'agences de financement, de séjours postdoctoraux, etc., qui a et de longs projets de recherche que l'on a introduits à répétition de ce modèle publish or perish. On retrouve pas mal de symptômes et de recoupements avec les éléments que vous avez décrits aujourd'hui. C'est simplement pour faire ce commentaire. Voilà. Et moi, je voulais juste préciser, en remarque à la question, enfin plutôt à la précision de Bernard Fetz, je le rejoins amplement. Hein, c'est moi qui ai, je crois, mentionné cette critique du projet moderne. C'est plutôt vraiment la critique du projet du capitalisme, et dans le sens où remise en question, comme le soulignait maintenant Michel Crucifix, et ce postulat de la science. Cette position, cette posture dans l'espace, dans ce capitalisme. Avec cette question qui est l'évocation de cette question m'est revenue en mémoire. Je ne sais pas si vous avez participé ou été présent lors de la rentrée inaugurale avec cette interpellante rôle de l'AGL qui re-questionnait notre université dans ce champ d'université de ranking qui reposait notamment sur un mimétisme américain d'université qui repose sur l'endettement des étudiants et autres. Et donc tout un système, voilà, alors sans dire que j'étais ou pas pour, parce que c'était assez interpellant, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose dans cette secousse à provoquer. Je pense que nous sommes à une bonne place que pour favoriser l'orientation de certaines recherches. Et je terminais mon slide, je n'ai pas pris le temps parce que je voyais que mon temps avait été relativement dépassé, mais je terminais avec cette conception que Christophe Bonneuil a faite dans un article qui s'intitule sur une entrée dans un dictionnaire qui s'appelle sur l'Anthropocène. Il propose un nouvel affrontement entre les humains, ceux qui se considèrent comme séparés et au-dessus de la nature et qui entendent poursuivre ce fameux processus de modernisation, et d'autre part, il y aurait les terriens, ceux qui assumeraient leur appartenance à la terre dans la diversité des mondes vécus par les différents êtres. Et donc je pense qu'il y a probablement une alliance ici au sein du CRIS pour nous considérer comme terriens, avec une réflexion réelle sur notre appartenance au système Terre, et donc à le questionner nos relations et questionner notre histoire là. Merci. Oui, merci, mais je voudrais simplement ajouter que c'était pas. Ma question n'était pas dans une logique de défense de la science, mais parce que je pense qu'effectivement, la science a une responsabilité énorme dans le problème écologique, mais qu'il y a des mouvements internes à la science. D'ailleurs, l'écologie, c'est une discipline scientifique. Prenez même les neurosciences. Les neurosciences, actuellement, redécouvrent quelque part l'animalité. Et je pense, par le biais de neurosciences, prenez tous les travaux en éthologie je ne me souviens plus de son nom, le Hollandais qui bref, il y a toute la problématique de l'empathie, toute la problématique. Donc les sciences elles-mêmes aboutissent maintenant à une reconnaissance du caractère excessif de toute une série de positions qui étaient encore dominantes il y a une cinquantaine d'années. Donc il y a un processus de transformation interne de la science qui me paraît tout à fait important. Mais il n'est possible que si on ne transforme pas la science en une sorte de responsabilité qu'il faut rejeter. Donc je pense qu'il y a un travail interne à la science qui est vraiment important, me semble-t-il. Enfin, voilà. Je donne la parole à Christine. Je vois que Christine, tu as la main levée. Oui, merci Pierre-Emmanuel. C'était juste pour compléter, te remercier pour ta question sur la question du genre dans l'effondrement. Juste pour ajouter une précision qui a aussi un biais dans la représentativité ou
le nombre d'autrices qui peut apparaître dans le domaine scientifique, peut-être, il y a un biais de genre de ce point de vue-là également, et donc il peut y avoir tout autant de scientifiques femmes qui travaillent sur cette question, mais simplement elles ont plus difficile à être rendues visibles par les publications, par les interventions dans les médias, etc. Et donc il y a peut-être aussi un prisme à décrypter de ce point de vue-là. Et puis je voulais justement dans cette lignée pour souligner la parution de l'ouvrage de Charlotte Leux, Écophilosophie, racines et enjeux philosophiques de la crise écologique, qui vient de paraître aux éditions, je cherche, je ne le retrouve plus. Academia, si je ne me trompe pas. Voilà, merci. Donc ça vient de paraître, et donc voilà, pour rendre visible le message d'une scientifique femme sur cette question. Merci. Merci Christine. On a certainement encore le temps pour une question. Geneviève. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était vraiment passionnant. J'aurais voulu peut-être entendre Julie Hermès un tout petit peu plus longtemps sur la fin de son intervention. Vous avez commenté la nécessité d'un État fort. Et il que finalement la prise de responsabilité est peut-être plus opérante au niveau local. Je crois que dans l'intervention précédente, on a parlé de mosaïque de communautés. Tout ce qui fait partie des structures qui nous oppriment, nous les terriens, et dont on fait partie aussi, c'est au niveau global. Et donc, l'État est un peu pris, je dirais, entre ces deux niveaux. Comment est-ce qu'il peut vraiment se consolider, j'ai envie de dire, dans le bon sens? Merci pour cette question fascinante qui ouvre un vaste débat, je pense. Et Gauthier, on se connaît par ailleurs, donc je pense qu'on va se compléter. On n'aura peut-être pas les mêmes postures, etc. Mais en tout cas, comment résumer ma pensée à ce sujet-là? Moi, j'ai longtemps travaillé sur des niches dans les domaines, dans le système agricole, sur ce qui émerge en alternative au système dominant, dit traditionnel, conventionnel. Et or, je crois que travailler sur les niches est extrêmement important. Travailler sur ce qui émerge par des collectifs, par des petites individualités au niveau local est extrêmement important, parce que c'est ce qui peut... J'ai parlé de créativité et de création. Je pense que c'est là que ça peut bouillonner, que ça peut émerger. Or, je pense que ce n'est absolument pas suffisant. Et je pense que ce confinement nous a bien démontré, pour continuer, et Raphaël et Gauthier aussi, et je ne suis pas la seule ici dans la salle à travailler sur les questions de système alimentaire, notamment avec Christine Frison, on a travaillé sur comment est-ce que retravailler sur la relocalisation est fondamental, mais ça ne peut, à mon sens, se faire aussi parce qu'il y a des prises de position politique et de décisions politiques, et qu'il y a vraiment un mouvement plus massif à engranger, je pense au niveau national, mais je pense au niveau régional, européen également. Et donc je pense qu'il y a vraiment pour revenir sur l'article que je n'ai pas lu, mais qui était mentionné par Raphaël, sur cette double face de Janus entre travailler sur les questions de résilience et travailler sur les questions de collapsologie, ça me semble vraiment fondamental de pouvoir concilier les deux. C'est-à-dire que je travaille sur les questions de niche, et aujourd'hui j'ai vraiment fondamentalement envie de guider mes recherches sur les questions d'agriculture dominante, pour comprendre là où sont les verrous, là où sont les obstacles, pour basculer vers en espérant basculer vers une éventuelle transition. Je pense on ne peut pas, il faut travailler sur ce qu'on appelle aussi des régimes. Voilà, c'est mon point de vue. Merci. Merci. Oui, je vais être content d'exprimer mon point de vue, parce que quand Julie a parlé tout à l'heure, effectivement, comme elle a dit ça, des États forts, alliance avec des États forts, je dois bien dire que j'ai quand même un peu sursauté, et puis j'ai commencé à écrire des choses là-dessus, et j'avais trois petites choses à dire. D'abord, là où je partage ce que vient de dire Julie, c'est que tant que les États sont en place et fonctionnels, tout ce qu'on peut obtenir d'eux qui va dans le sens des terrestres en renfort au fourmillement des initiatives locales et à petite échelle, très bien, surtout utilisons-le.
Par contre, là où je suis plus tout à fait d'accord, alors deuxième point, c'est que par rapport à cette question de la responsabilité du capitalisme dans ce qui nous arrive, il est clair que ceux qui ont encore un moyen de levier théorique pour contrecarrer certains effets pervers du système et notamment du pouvoir qui est concentré dans les plus grosses entreprises, là, les États peuvent aussi servir à quelque chose, mais à condition qu'ils le fassent. Et pour l'instant, je dois dire que je ne trouve pas ça très probant. Par contre, quand on rentre dans du collapse qui va plus loin, là, moi, j'y crois nettement moins. D'abord parce que j'ai à la fois une défiance, mais j'ai surtout, je ne crois pas en l'efficacité des grandes structures hiérarchiques pyramidales, et au plus grandes elles sont, au pire c'est face aux perturbations. Et je ne suis vraiment pas persuadé que c'est les structures les plus agiles. Parfois, elles peuvent prendre des décisions rapides si elles ne conservent pas leur base, justement, auquel cas ça devient carrément de l'État, avec toutes les risques d'État à ce moment très autoritaires, qui peuvent prendre des bonnes décisions, mais qui peuvent en prendre des mauvaises aussi. Mais si elles le font dans le respect total des processus démocratiques, ça prend énormément de temps. Et ça marche aussi tant qu'on a Zoom ou Teams. Hein, mais nous, quand on réfléchit collapse, on réfléchit aussi à qu'est-ce qui se passe en cas de blackout pendant 3 mois. Et là, en cas de blackout pendant 3 mois, moi, personnellement, là, l'État, on verra ce que ça va encore faire. Mais moi, je me tournerai spontanément vers le local. À la limite, il n'y aura plus que ça qui sera accessible de toute façon. Et donc, voilà, moi, ma réponse, elle n'est pas complète avec ça, elle est encore assez mitigée, mais effectivement, voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'efficacité pratique des États versus leur efficacité théorique, même si ici, dans le cas de la Covid, on voit bien qu'ils ont eu un rôle important aussi. Donc, ce n'est pas une réponse noir-blanc, c'est une réponse nuancée. Ok, merci. Merci à tous. Je vois qu'il est 4 heures légèrement passées, donc je propose qu'on respecte le timing, malgré toutes les pistes à explorer. Donc je voudrais vous remercier. Ah oui, peut-être Pierre-Emmanuel, signaler ce dont on avait parlé, si tu veux bien, la possibilité de continuer à creuser certaines pistes via un atelier de lecture qu'on pourrait organiser dans la foulée. Donc on pourrait vous recontacter à ce sujet-là, ceux qui seraient intéressés. Je vois qu'il y a des nouveaux livres qui viennent de sortir qu'on pourrait lire ensemble. Ça nous éviterait peut-être aussi de tomber dans la nostalgie et ça nous permettrait peut-être d'aller vers la collapsopraxie, c'est ça, terme que j'adopte pour ma part. Voilà, je ne veux pas occuper plus la parole. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci à Julie, à Gauthier et à Raphaël pour leur présentation. Merci à tous pour votre patience et en début de réunion et pour votre intérêt. Donc là, Pierre-Emmanuel, si tu me permets juste d'annoncer la prochaine séance du GRIS qui a lieu le 8 décembre, qui sera pilotée par Hervé Jeanmart autour des questions liées à l'énergie. Et on accueillera donc Hervé Jeanmart, Jean-Pierre Raskin et Johan Jans, qui nous vient de l'université de Namur, là où Jean-Pierre Raskin et Hervé Jeanmart sont nos ressources locales. Donc voilà, bienvenue. Ce sera de 16h15 à 18h15 et malheureusement toujours sur Teams pour l'instant. Merci. Ok. Merci Charlotte. Alors pour conclure, je vais juste, puisqu'on est chacun chez nous derrière nos écrans, je voudrais donner le mot de la fin à Alain Damasio, qui écrit le premier article dans ce dernier livre aux origines de la catastrophe. Donc le premier article s'intitule « Le techno-cocon ». Et Alain, je lis juste quelques phrases de ce magnifique texte d'Alain Damasio. Il dit ceci: « Le connectif ne vaudra jamais le collectif quand il est riche et bienveillant. Aucun réseau ne dépassera jamais le stade d'un tissu de solitude relié. Entre solitaire et solidaire, il y a le T de technologie à enlever pour y jeter le D des rencontres joyeuses. » Et voilà. Merci Pierre-Emmanuel pour ce mot de la fin. Merci. Merci à tous. Portez-vous bien. Merci.